Ladies and gentlemen, it's time for Lutem Podcast! David Loiseau et Patrick Côté pour le 6e épisode de l'ultime podcast. On essaie d'être aussi bon que Bruce Buffer. On se rejoint. On essaie, mais ça arrivera chacun pas. son talent. Hein? Le King nous présente dans notre intro. That's right. Hein? C'est correct. Ben ouais. God, on est chanceux pour vrai. Ça avait été une entrevue extraordinaire. Puis on a tout un invité encore une fois ce soir. On vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes web qui existent: Twitch, YouTube, Instagram, Facebook. À toutes les fois que vous avez un chat dans votre application, ça tombe sur notre chat juste en avant de nous. On est capable d'échanger avec vous en direct. On voit tout live, voit tout, alors là. on peut Juste interagir avec vous, vous nous saluez. Merci pour votre support, votre loyauté, c'est vraiment très apprécié. Ouais, puis je veux dire quelque chose là-dessus, par exemple, parce qu'il y en a des fois qui me disaient, ouais, tu sais, quand David il parle, tu le regardes pas, ça t'intéresse. C'est pas que je le regarde pas, je l'écoute, c'est parce que je lis vos commentaires en même temps ici. L'ordi est juste à côté de Pat, Il est c'est pour ça juste qu'il... ici. Non. Tu parles, je te regarde pas. Ben non, ça m'intéresse ce que tu dis, mon Dave. Puis c'est exactement ça. On veut avoir vos impressions, on veut avoir vos réponses aussi, parce qu'on va poser la question. Aujourd'hui, on a un invité, il s'appelle Ariel Helwani. Ça fait 10 ans, depuis 2000, même plus que ça fait depuis 2010 qu'il gagne le meilleur journaliste d'arts martiaux mix de ESPN. Je veux dire, c'est une sommité, c'est une encyclopédie des combats. C'est un Montréalais. C'est un Québécois aussi. C'est un Québécois, c'est un Montréalais. Là, il y en a plusieurs qui nous avaient demandé est-ce qu'il va faire l'entrevue en français. Fait un petit bout qu'il n'a pas parlé français, je vous le dis. Là. Oui, en ce moment, il est à New York. Il a déménagé à New York, il fait son show là-bas. Alors, je pense qu'il a une double citoyenneté maintenant. Il est américain exact. aussi. Fait qu'il parle beaucoup anglais, mais quand même, superbe entrevue. Il nous a donné tellement de contenu. Il nous a donné quelques petits scoops, des aussi, là, des affaires qui s'en viennent. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et là-dessus, c'est sûr qu'on a jasé des bourses des combattants. On a jasé de l'union pour protéger les combattants aussi. Et la question, le reste du show va avoir rapport là-dessus aussi, mais la question pour nous, c'est quoi votre opinion sur les bourses des combattants d'arts martiaux mix, les bourses des combattants de boxe aussi. Donc, on généralise les deux sports ensemble, les bourses là-dedans. C'est quoi votre opinion là-dessus? Parlez-nous-en, échangez-nous avec nous. Donc, on va être capable de répondre en direct. On va échanger nos expériences personnelles là-dessus. Moi, je vais dire des chiffres. Je sais pas si David va dire des chiffres. Oh, j'ai des chiffres qui me font honte. J'ai des chiffres qui me font honte. Oh my God. Je vais pas tout vous donner, mais j'ai des chiffres, oh my God. Mon premier combat UFC, j'ai fait, c'était en sous-carte, c'était le premier combat de la soirée en 2003. Ma bourse, c'était 2000 plus 2000, américain. Fait que là, j'ai gagné par KO, premier round, alors j'ai eu $4000. Mais j'avais 23 ans, $4000, 23 ans. Moi, j'étais riche. US. J'étais bien. J'étais heureux. J'étais comme, yo, I got $4,000. Yes. Non, mais c'est des petites bourses, mais qu'est-ce que tu veux? On a bâti sport, hein? Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé bas, mais. Puis ça va être intéressant de vous lire là-dessus. C'est quoi votre opinion? Je sais que les 95% du monde vont dire que les combattants ne sont pas assez payés. Je vais vous donner des chiffres et des comparatifs de d'autres organisations, de Bellator, de PFL, de l'UFC aussi. Vous allez comprendre beaucoup plus comment que ça marche. Je suis d'accord avec tout le monde qui vont dire que les combattants ne sont pas assez payés. Mais je vais vous expliquer pourquoi. La raison, c'est pas nécessairement le montant qu'il y a sur le chèque. La raison, c'est le partage des revenus et c'est là que ça fait mal. Le partage des revenus, mais aussi, il ne faut pas oublier que cette organisation-là, les gars au début, les frères Fertitta et Dana White, c'est eux autres qui ont investi, c'est eux autres qui ont perdu de l'argent pendant des années et des années. C'est eux autres qui ont risqué la faillite. Alors, c'est eux autres qui décident qui reçoit combien ici et ça. Alors, oui, on peut les juger, mais dans le fond aussi, il ne faut pas oublier que ils se sont mis à risque. C'est eux autres qui ont pris le risque au début. Après il y en a qui vont dire que c'est les combattants qui prennent les risques pendant. Oui, c'est sûr, mais c'est une business. En tant qu'homme d'affaires, on est devenus des hommes d'affaires après avoir fait des combats. Maintenant, j'ai une business et puis je réalise que
c'est moi qui ai ouvert le gym, c'est moi qui a risqué. Mais oui, tu sais. t'as raison. On va s'en garder un peu, là. Puis, à un moment donné, le monde, il faut qu'il fasse la différence entre le sport et la compagnie événementielle qui est l'UFC. Le sport, c'est pas l'UFC, c'est les arts martiaux mixtes. Il y en a beaucoup qui se trompent, qui s'en vont au gym. Je vais faire des cours de UFC. Ouais. On va se parler, mon Je chum. m'entraîne en UFC. Exact. Avant de passer à notre invité, je vous invite à encore une fois, nous parler sur le chat, mais vous pouvez nous appeler aussi à la fin. Le lien Zoom. est dans le chat par Zoom. Donc, vous pouvez nous parler en vidéo ou seulement vocal. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez échanger avec nous, à la fin, on va prendre les questions et les appels s'il y en a. Et sans plus tarder, c'est une bonne entrevue. C'est une entrevue qui est quand même assez longue. C'est une entrevue à peu près de 35-40 minutes. Je dis ça parce qu'on l'a enregistré. Oui, exact. On a préenregistré parce qu'on avait un conflit d'horaire avec Ariel Helwani. Donc, on voulait vraiment l'avoir. On s'est ajusté à son horaire. On a enregistré l'entrevue. Comme ça avec les vedettes, c'est comme c'est ça. Et c'est ce que ça donne. On présente l'entrevue avec Ariel Helwani. So, Ariel, how you doing, man? I'm doing great. Wow, I can't believe I'm on the Patrick Côté, David Loiseau, l'ultime podcast, or is it the David Loiseau, Patrick Côté podcast? I don't know who's the A side here. Ultime podcast. Ultime podcast. There's no names. Okay, Ariel, no names. who would have known? Who would have thought we're interviewing you now? Yeah. Exactly. Tables are turned now. What's happening? Especially you, David, because as I always say till this day, you were my first favorite fighter. You were my guy. The Crow was my guy. Went to Dawson College, and I remember watching, and I was like, I can't believe there's. I knew about you before I knew about George, about Pat, and for whatever reason, I was like, I can't believe there's a guy from Dawson College. My parents live like 10 minutes from Dawson College. I can't believe there's a guy fighting in the UFC. Growing up watching the UFC, so you were my guy. Freaking Charles McCarthy, the flying knee. But actually, is our pioneer. You know, he's the first French Canadian was fighting in the UFC. So for us, it's like, man, he's God, man. That's because of him. That's because of him that we were able to fight in the UFC. That's good. Thank you, man. Man, whenever he says that, whenever you guys say that, I'm like, man, it's such an honor. But I don't see it like that. I see it as like, man, I could have done better. I want to do better. Let's do more. I'm very like we're all three of us, we're high achievers, right? We're hard on ourselves. We want to do more, you know what I'm saying? But sometimes I take a step back and I look and I'm like, man, I actually did that, and it's flattering. I appreciate the support and the love and the respect from you guys, you know? Of course. You're a trailblazer. Thank you. Yes, you are. Ariel, about you, man. Tell us your story. Tell us your story about how you became one of the most prominent MMA journalists, you know what I'm saying? Like, and tell the people about also that, you know, you studied sports journalism. Like, you're not a regular Joe that just started a podcast and interviewing fighter for fun. You know what I'm saying? Like, you're the real deal. Hey, you know, since 2010, he won every year the best MMA journalist of the year. Since 2010, man. That's crazy. My man. Ariel, you're the real deal, man. We respect you a lot. So man, go away. Take it away. I appreciate that. And you said one of the best. You know, a little bit insulted. You said one. No, I said one of the most prominent. One of the. Listen to me. I apologize. Okay, the best. The number one. Thank you. I appreciate that. So yeah, I grew up in Montreal. I grew up in an area of Montreal that you may be familiar with, Ville-Mont-Royal. Yeah. That's where I spent my youth. And I was always enamored with television, journalism, broadcasting. I would watch all kinds of sports, and I would look up to the guys speaking about the game, you know, how they would do their open with their microphone and their suit and the way they would talk and look at the camera. I was always so captivated by that, the magic of TV, as much as I was interested in the actual game. And I loved everything. I was a huge Montreal Expos fan. I loved basketball. Actually, believe it or not, hockey, of the four major sports, was my least favorite. Like, it would be number 4 for me. I was a basketball, baseball, football, and then hockey, believe it or not. Ariel, baseball, right? Who was your favorite player? Mine was Tim Raines. My favorite player, Tim Raines was the man, Rock Raines. My favorite player as a kid was Moises Alou. I loved him, number 18. Moises Alou, yeah. Moises and Felipe, right? Legend. Father and son?
Felipe right? was his dad. Yeah, the manager, and then I got Larry I fell in Walker. love with Vladimir. Walker. Yeah. Larry Walker, fellow Canadian. Yeah. We all, people laugh because they don't think that there were Expos fans, but the Expos were very popular. It was Oh just, yeah, big time. Huge. the stadium was in the middle of nowhere, and it was the closed roof and all that. Still stuff. there. So anyway, still there. Yeah. Sometimes they do soccer there, right? Still in one piece. Still in one piece. Barely. So anyway, I was in the 9th grade, or grade 9, as they say in Canada, and I was reading Sports Illustrated, and it was one of those issues where they were talking about the best schools in America for all different things. And I remember there was a little blurb that stated that the best school for sports broadcasting in America was Syracuse University. And so I'm in 9th grade. I'm 14 years old. And a light went off in my head. I was like, wow, I could go to school to learn how to be a sports broadcaster. This is incredible. So, I graduated grade 11. I went to CJEP. I went to Marinopolis, not Dawson, right next door. And that whole time I said, I'm going to go to Syracuse. Syracuse is like 4.5 hours away from Montreal. I applied. I got in. And when I got to Syracuse, I was, for the first time in my life, surrounded by thousands of kids who all had the same dream as me. They all wanted to be the next sports broadcaster. And so I've always been someone who's been a little bit different. I like to kind of go down my own path. And at the time, the UFC was not even 8 years old. This is September of 2001. And I remember telling my parents very early on, I said, everyone wants to be the same here, and I don't really like that. But I have to say there's this sport called MMA. There's a league called the UFC that I'm in love with, and no one's really covering it. Like, there's no shows, the podcasts weren't a thing, the websites, there were just a couple, the UG, the Sherdog, but very, very minimal. And I want to be the Howard Cosell. I could be the voice. I could be the guy. And so they didn't know what the hell I was talking about. My parents, my mom is from Lebanon, my dad's from Egypt, but they said, yeah, great, go ahead. And so I started my own combat radio show at Syracuse every Saturday morning at 9 a.m. No one listened to it, but I would talk about all the fights, and I would have some guests on. Like one of my first ever guests was Bruce Buffer. I sent him an email and I asked him to come on, and he replied right away, and he came on. This is 2001, and he couldn't have been nicer. He gave me like an hour of his time, and it's something I'll never forget. Dan Severn, like some of the legends would come on, and I was talking about the sport back then, and that's really where the whole journey started for me. Nice. And I'm not sure that even in 2001 it was called like MMA. It was like extreme fighting or something. Like Ultimate Just Fighting. started. Yeah, it just started. It was NHB like late 90s, and it like just started to be known as MMA. But like you couldn't even get the pay-per-views in those early days on pay-per-view. Like you would have to, you'd have to find different ways, or UFC.tv, all that stuff, if you remember that. So it was hard to follow the sport. But it was very fun. And I remember in 2003, I was sitting in my dorm, and there was a show on Fox Sports called Best Damn Sports Show, period. It was a very popular show in America. And I remember one time seeing Tito Ortiz and Ken Shamrock on. I think it was before their second fight. And I remember thinking like, wow, they're talking about, like, now it's common, you'll see MMA talk everywhere. But I couldn't believe that a general sports show was talking about MMA. Yeah. And that's when I was like, okay, this is going somewhere. Like, something is happening here. And then the biggest turning point for me of my career was 2006, UFC 65 in Sacramento, George St. Pierre against Matt Hughes 2. And I was in Montreal visiting my family. At this point, I was living in New York, and I went to Champs Sports Bar on Saint Laurent Boulevard. Shout out. Yeah. And I remember getting there, I went with my friend, and I told him, like, a Montrealer is fighting for the UFC title. We've got to go and watch and support. I thought no one was going to be there, and I remember getting there, and there was a line around the block. And then I remember getting in, and he won. George won the belt for the first time, and the place exploded. Like, the Canadians had just won the Stanley Cup, and that moment right there, I said, I need to be a part of this. Like, this sport means something to people. It elicits an emotion. I need to be a part of this, and that's really when I went all in. So you're part of the fighting business more than 20 years now. So what you thought about MMA scene now today? Because you saw all the improvement, you saw all the change. Since 2005, since the Ultimate Fighter won, just the UFC just explode after that. So what you thought about MMA scene today? Man, it's come a long way. Like, especially here in the United States, seeing it on ESPN.
and the way people talk about it. Even I talk about like my nephews and my cousins, like they're like 15, 16. They're coming up to me and asking me about Sean Strickland and Sean O'Malley and all these guys. And like there was a period where I was covering the sport, no one knew what the hell I was talking about. Like it felt like we lived in a bubble, and we had like, there was amazing moments, big fights, even the beginning of the Conor rise, all that. And then I would walk outside the bubble, and none of my family members, none of my friends, they knew nothing about any of this. And now to see how I was just on vacation, and we were overseas, and it was the day after Sean O'Malley beat Aljamain Sterling, and people are coming up to me and being like, did you see Sean? And like, this fight is happening at like 6 a.m. overseas, and people are staying up to watch these pay-per-views. So it's amazing to see how far the sport has come. It's amazing to see like the growth of the UFC and MMA. And the only complaint that I have, it's all good, everything's growing, everything's good. I don't like that the fighters don't get paid what they are owed, and I feel like they should get a lot more of the pie. And I will say that the longer I am in the sport, and the more I have a relationship with the fighters, and I know them on a personal level, and I start to see the guys who I grew up with retire and not really be left with a lot and not get what they are owed and deserve, and see how much the promoters are making, that tends to not sit well with me. What do you think is the solution to something like that? You think a fighters union will help? Because like we all know, I don't think it's gonna happen. The fighters union. I don't know. I'm not so sure. What do you think would help change that besides fighters union? Besides that, well, I think, look, as you know, the business of the UFC is different than the business of PFL or Bellator. It's hard to lump everyone together. But I think that it is perfectly reasonable to say like there should be some sort of fighters association in the UFC. And, would it be exactly the same as the NFL or NBA or Major League Baseball? Maybe not. But there are certainly things that I think that the fighters could very much benefit from if they just had a collective voice. For example, the uniforms and things like that, the lack of sponsorship. Like, all I want at the end of the day is for the fighters to have a voice, the fighters to have a say and a seat at the table when these decisions are made. When the UFC decides to all of a sudden put crypto.com on the uniform and give the fighters 0% of that, that's not right. When they sell their TV rights to ESPN for $1.5 billion and the fighters get 0% of that, when in other sports the players get 50% of the TV revenue, that's not right. There is no sport without the fighters. And so my dream is for the fighters to just recognize this. Oh, by the way, some sort of pension. Let's say there's a tier system. Hey, you fought 20 fights. Now you're going to be owed this, and you'll get paid this amount. Maybe it's, $30,000 a year. I don't know. That's not for me to decide. But if you put in the time, if you're one of those guys like Jim Miller, Joe Loiseau, you guys, George, legends who put in the time, who fought 10 or more times, and there's 10 to 15, you get X amount, 15 to 20, you get X amount. Just like the NFL players, you played 1 to 6 years, you get X amount. Then why can't that in be NFL they have association to protect the players. Yes. So that's the thing. Yes, these are the things that I want. So that would come with the association. You know what it would take? It would take the top dogs like the John Jones, McGregor, the top fighters. Remember, a couple of years ago, they tried. George was there, Ken Velasquez, TJ Dillashaw, Donald Cerrone. It looks like they didn't know what he was doing there, but he was there. So, but it was one press conference, and after that, just about the smoke show. Everybody got taken care of. Hey, here's an envelope. Here's an envelope. For sure. So you can't, at that time, you couldn't go better than have those guys trying to have a voice, especially. And the thing is, every time the work condition in professional sport was not good, they went on strike. So every time they went lockout. But it's easy to go on lockout when you are already millionaire, an NBA player, an NFL player, an NHL player. They already have a lot of money. But the guy who's fighting for 10 and 10, he can't afford being on strike for a year and not working for a year. So just look at John Jones. He sat out for a while, right? Because
he wasn't happy with the contract. He took his time out, and well, he's okay. So he have a shitload of money. That's the thing. Yeah. So that's what it means to have a collective voice, right? Not everyone. And I understand fighting is different than, say, hockey, right, where you're a part of a team. But if everyone could just take here's ultimately the problem. The guys at the very top, the top 1%, they're so far removed from all of this that they're like, it's not even worth it. Then you have the guys who just became champions, and they're like, hey, I'm here, I made it, I had to scratch and claw my way to the top. Like, this is not the time to rock the boat. Then you have the guys who are contenders who think they're about to become champion, and they're also thinking, I don't want to rock the boat. And then you have the 10 and 10 guys who don't have a voice, and so ultimately, no one wants to speak up, no one wants to take a chance, no one wants to rock the boat, and that's just an unfortunate set of circumstances. But the truth is, the superstar who's going to fight the main event doesn't care about the guy who's fighting in prelim. He's making 10 and 10. So that's the thing. It's not everybody who are together against the promotion, and especially now, the UFC and WWE merged together, and now they're going under freaking TKO and just making billions and billions. It's hard to go against them now because they're so big. I know. By the way, how do you guys feel as Quebec-based fighters seeing the TKO name revived? Yeah, when I think of TKO, that was awkward as I think hell, of man. Stéphane Patry, right? Yeah. I was like, man, Patrick's gonna jump in soon. I was like, man, no. When I saw the TKO, there was a press conference. There was a TKO belt, right between the merge. I'm like, TKO. I'm like, TKO is back. TKO is. I'm like, what the hell is going on here, man? Ariel, what do you think about? Because we're talking about the fight business, making money, making a lot of money. What's going on? What do you think about the YouTubers, the Paul brothers, and all that stuff? What's your take on it? Pat and I were on the same page. We love it. We believe they're bringing the sport to the next level. They're bringing eyes. Marketing genius. Yeah, they're marketing geniuses. You know what I'm saying? I'm not against them. I'd love to get a fight with one of them. Like, obviously, you know what I'm saying? Because, it's about money, right? But, man, what's your take on it? I really don't have a problem ultimately if the fights are matched correctly and fairly, right? Like if you have one of these guys fighting Terrence Crawford or Canelo Alvarez, there's a problem. But if they're fighting, guys at their own level, or, like as Jake has done, has fought older guys, and you can make the case that they're kind Logan of fought Mayweather. Fought Floyd, yeah. But that was I know. I know. I didn't love that one, honestly, because there are weight classes for a reason, and you can hide behind exit. But like now, if you're just completely ignoring weight classes, that could get dangerous. And who knows how seriously Mayweather took the fight. I didn't love that. But overall, there's no denying they have brought more eyeballs, at least to boxing. I don't know if they've brought more eyeballs to MMA. And honestly, I don't think MMA really needs younger, newer fans because they're doing a great job of boxing needs that. And I think they've done that. I've seen this firsthand, people coming up to me who don't know about anything that I do in MMA, but because I've worked on a few Jake Paul fights, and they've been like, oh, we've seen you, and they're young kids. We've seen you on the Jake Paul fights. So this next one that's coming up on October 14th, I think is going to do huge business. That's the one KSI, Tommy Fury, and Logan Paul, Dylan Dennis. And what they're doing is nuts. So I don't have a problem with it. I can understand why it may not be everyone's cup of tea, but as long as it's safe, I'm okay with it. Yo, the fight's still gonna go on with Dylan Dennis and Logan. I don't know. Man, when's this coming out? Is Dylan show up? Tonight? Is Dylan show up? That's the thing. I think he does. I think he realizes this time you can't back out. And I think actually Dylan, if you look at his, everything that he's done on social media with Logan's fiance, I'm not a fan of that. I don't think that. I was going to ask you, did he cross the line? I mean, I think so. I believe he crossed the line. I don't know if I would be able to go out there and fight someone. I would go to his house, man, before the fight. I know there is a line. Man. And I think family is the line. Exactly. I really the wife, do. Come on, or the fiance, come on, man. Yeah, but Logan plays by a different set of rules as well, and so I guess they think that all's fair. But I think that he realizes that he has to show up this time, because if you notice, Dylan in the last couple months has become a lot more popular. Like people used to despise him because he doesn't fight, but now all of a sudden because of this, and maybe because of the way in which people feel about Logan, because the of tide Logan has turned. Yeah.
So he needs to capitalize on this, and I and if think- he doesn't show up, Yeah, he'll be back. and you told him, the last time you did an interview with him, you said last time you fought in 2019, and I'm sure you don't remember the name of the guy who you beat. No. So that was like, it was like, oh yeah, but entertaining, it's me. You were like, no, it's not you, man. You have to show up. You have to get back. have to show up. Yeah, exactly. Man. I like trash talkers. I like entertainers. I'm a big fan of that stuff. But you can't talk trash and say you're going to beat Francis Ngannou and you're going to beat this guy, Khabib, whatever, and never fight. Like then you're just a nothing to me. So look, I think people have forgotten Dylan Dennis is a very good Brazilian Jiu-Jitsu practitioner. one Like, of the he has- best. Yeah, he's Yes. He's good. So it's a shame that people think he's just some sort of nobody. He's not. And even in MMA, like he looked solid in his 2 fights. The problem is he just hasn't fought since 2019. So I have no animosity towards him. We've had our back and forth, but like I hope he shows up on October 14th and we find out who the best man is. Just because he talk a lot, that was the strength of guys like McGregor. You have to back what you said. That's why he became like freaking millionaire, billionaire close. Yeah. Because he was able to back it up what he was saying. That's the strength of the good trash talker. You think Dylan Dennis, like he has a huge following and everything? You think it has to do? It's because he's affiliated with Floyd, with Conor, correct? Like his I think affiliation to a with degree, Conor. but 'Cause- now I think it's his affiliation with Logan Paul. Logan Paul is such a big deal. The fact that he's the guy, and actually Yeah, but when he got the Logan Paul fight because of the perhaps way he was but affiliated he's with also Conor. he's been campaigning for this fight for Oh, yeah? years. Okay, like okay. he has been trying to get a fight with either Jake or Logan for at least 4 or 5 years. Oh, wow. So there's definitely a history there between them. And whomever Logan hasn't fought in a long time, and whomever he was going to fight next. And I was surprised he picked Dylan because Dylan's like popularity was a lot lower than it is now after this fight has been announced in the press conference and all that. That was going to help them. And so now I think that it's more about that than the Conor association. So talking about crossover, the YouTuber to boxing, we're gonna talk about the former UFC heavyweight going to boxing, going to the top right away. I want you to talk about your opinion about that. About the Fury is gonna fight Ngannou. No tuna fight here. There's no tuna. Just nothing. Very respectful for the most part. I love it. I love it. You know why? Because He's gonna first of get all, paid. Well, number one, yes. But if you just like know a little bit about Francis's story, like where this guy came from, the fact that he's even here, the fact that he's even on this stage is a movie. Like it doesn't even make sense. Everything he had to do to survive to get to this point. And then the fact that he was able to like have a nice career in the UFC and be heavyweight champion of the world. And then how hard it is, as you guys know, to even like get to free agency as a champion because they tie you up. And then he bets on himself and he doesn't sign a new deal. And he goes into the Cyril Gane fight 2 years ago with a torn ACL where his doctor tells him not to fight. And for the first time in his career, he has to wrestle and he's down 2 rounds and he ends up beating Gane, the younger, better fighter at the time, healthier fighter. He ends up beating him with wrestling and wins the last 3 rounds and retains the title and then has surgery and then has to sit out for a year. And then everyone tells him that he's making a huge mistake, that he fumbled the bag, that he screwed up, that he should stay with the UFC. Everyone's laughing at him. And then he signs with PFL and everyone's like, oh, this is why you left UFC to sign with the PFL? Like, what is the PFL? Who are you going to fight there? Nobody. And then they're like, oh, but you're going to fight some scrub in boxing. And then he gets the Tyson Fury fight. Top of the top. Come on. Crazy. He laughed in everyone's face. He's already the winner. Regardless of what happens on October 28th, he already won this whole thing. And now he's playing with the house's money, as they say. So let's see what happens. I'm not counting him out. I know it's a tall task. I know that Tyson is the best heavyweight boxer in the world. But, man, we just saw Sean Strickland beat Israel Adesanya, and I never would have expected that. So who knows? But both of them are MMA fighters. You know what I'm saying? I know. Strickland and Adesanya. But now it's a boxing match. You know it's a different sport. It's a different sport. Pat and I, we've sparred with pro boxers for years. We know the timing is different, the science is different, the gloves, the way they defend, the way they roll, the rhythm. Especially Fury, man. Yeah, Fury style. Oh, I know.
You know what I'm I saying? mean, So the odds it's are gonna be- against him. Yeah, but man, odds are against for sure. we know in fighting, all it takes is one punch, right? Like Especially at heavyweight. Especially at heavyweight. Especially Matt, at like, heavyweight. look at Fury. He didn't look like he was in great shape, and maybe he's taking, at the press conference, maybe he's taking this lightly. Maybe When he's did like, Fury ever look in good shape, man? I know, but this one was a little bit more. No disrespect, Tyson. Yeah. I don't know. I feel like we've seen enough fighting to know that crazy. I mean, who would have thought Matt Serra would have beaten George St. Pierre? Yeah. And again, I know that's MMA versus MMA. Yeah. I know that, Yeah. but crazy things happen, For and sure. For sure. you can't count anyone out. But do you think that, maybe, I don't want to say lucky punch, but a power punch maybe can land. But, if Fury lost that fight, do you think he's going to have like some, questioning about, the fight is fixed or something like that? I hate that stuff. Yeah, I hate know, me that. too, but It drives me nuts. Like when Jake beats Anderson and people are like, this is rigged. Like, come on. Or when Jake knocked out Tyron Woodley. Like, I was sitting right there. I was right in the front row. That was not like, you can't fake that. You know what I mean? And you never come back from that. Like, it's worse to, in my opinion, it's worse to get knocked out than to be accused of fixing a fight. Like, there's no coming back from that. So maybe I'm naive, but I don't think that stuff happens as much as people think it does. Man, you know how illegal that is? You go to look at that jail, man. situation This is bad. with James with, Krause. Derek Minner and the line drastically moving, like that stuff, your lives are changed forever because of that stuff. So it's better to just lose and live to fight another day than to go down that path. Yeah, for sure. And Ngannou, but in MMA versus John Jones. What's your take? What if they fight? What if they fight in the next year or two? The next year or two. The new John Jones, the heavyweight John Jones, confident, freaking. The thing is, I still want to see more of that John. Like, I felt like we got 2 minutes against Cyril Gane. Like, I think we were all wondering, how is he gonna fight with the weight, the extra weight? How's he gonna look? Can he go 25 minutes? And I think we're going to see a more in shape. I don't think he liked some of the comments about the way he looked. Yeah. I think we'll see a better version of him in New York in November. But that's the one that I wanted to see. That will be maybe his last fight. That's what he said. I don't believe it. I don't believe it. There's too much money on the line. There's too much money on the line. After this fight, especially if he wins like in a decisive way, stock's gonna go up, and I think he's gonna keep going. It's gonna be the best heavyweight of all time. Of all time. Nah, not heavyweight. You can't win. You can't be best heavyweight being 2-0 at heavyweight. I know. No. I say he's gonna be the best. Oh, beat. heavyweight. Got it. Yeah, Sorry. Stipe My apologies. Miocic, because the only one he defended the belt 3 times. But Yeah. I have a question for you, Ariel. Yes. Good question. Your top 3 GOATs. Who are the GOATs? 1, 2, and 3. And why 1, 2, and 3? remember, you're from Quebec, and this podcast is in Quebec. Okay. Tout le monde au Québec sont en train de t'écouter, là, hein? Les gens, les Québécois t'écoutent, puis... Pas de problème. I'm kidding. I do have a question though. I view this conversation in 2 categories. There's one category where if you have tested positive for steroids, you're excluded. And then there's the other category where it's like everyone is included, steroids or no steroids. Which one are we talking about here? Both. Because it makes a difference to me. Give me both. Give you both? Okay, I'm going to give you the clean one first. I'm going to give you the clean one. Number 1, without a doubt, George St. Pierre. No question. Why? Greatest welterweight champion of all time. Beat everyone that he lost to, right? He lost to Matt Hughes. He lost to Matt Serra. He ended up beating both of them and avenging those losses. And then in addition to that, won a belt in a second weight class, went out on top, went out as the champion. I mean, there's no real denying it. Again, so I just want to tell people this category would exclude John Jones. It would exclude Anderson Silva. Unfortunately, it would exclude those people. Number 2 for me would be Fedor Emelianenko because of the run that he had in Pride in the heavyweight division. And number 3 would be Demetrius Johnson. No Habib. Now you say, why not Habib? I don't think he defended the belt enough. I don't think he was at the top long enough. But he's undefeated. People's going to say, well, yeah, but he's the only one undefeated. Undefeated, but, DJ lost fights at 135, so he went up a weight class, and he came down, then he went back up. 100%. And let's be honest, like, this could be 1, 2, like, you could change this in a million different ways. Yeah. But I give DJ the nod
because of the prolonged, title reign. I have no doubt that Khabib would have been champion for many, many years. He was incredible. But I we'll just never wish know. we were able to see. Yeah. So you never know. He could have slipped on a banana peel. He could have gotten hurt. Who knows? And then on the other side of the things, I would probably then say John Jones number one if we're talking about people who are and then George, and then probably Anderson. Yeah, because the thing is, I understand that you separate, people who got, test positive, something like that. But, juice don't give you skills. It's gonna give you, endurance. Gonna give you strength. Juice doesn't give you skills. No, it doesn't give. It makes you better. Does it not make you better? It helps you recover faster. Exactly. Helps, But yeah, exactly. But it's not gonna give you skills. Yeah. You know what I mean? Pure skills, not gonna give you that. I'm not for it. Yeah. I'm against every cheater. Sure. But that's the thing. And as long as I don't like John Jones as a person, I have to separate the person and the athlete. And as an athlete, John Jones is he's who's in your my number top one? My number one is George, because people will say Khabib, but I always think that you see the mental of a champion when he's got beaten. Yeah. If he's able to get back on the winning track, he's able to get back on top after he lost a fight. After adversity. We will never know when Khabib, or if Khabib lost a fight, if he will be able to get back on track. That's the thing. For me, that's the main thing. That's why George is in front of Khabib, because he lost the fight, but he was able to get back on top. Yeah. That's the thing. And if you stay long enough, that's the thing. Oh, Khabib never lost. If you stay long enough at the top of the food chain, you will eventually lose. You know what I'm saying? That's how it is. Who's your number one, David? Number one is George, not only because of adversity and all that stuff, beating everybody he's ever beaten, but the way he conducted himself outside the cage. He was a champion in the cage and outside the cage. What he did for the sport too. What he did for the sport, just the way he is as a person. Just the whole package of Georges St-Pierre, to me, GOAT level. Like, he's the greatest. Second one is go ahead. And George is the first one who got, did his own thing, against the UFC. It was like, won the belt. I was like, yo, fuck it. I'm leaving for 4 years. I'm going back. And they knew that it was only for one fight. And he went back because the UCDA came, and that's why George was his battle, to get the sport cleaner. He left on his term, came back, won the belt, left on his term. Mine is George, John Jones, and I'm torn between Khabib and DJ, man. So you guys don't consider Fedor one of the best? Fedor is my favorite fighter. He's my favorite. Okay. He's my favorite when it comes to fighting. But on paper, you look at the stats. On the stats, he can't be one of the greatest. Man, he was fighting some killers back then. Back like then, those guys. but look at how he finished his career. You can't put him in the top three. Well, I'm happy you say that, by the way, because I hate when people talk about GOATs while careers are going on, because you have to wait for the whole thing to end, the whole story. Like, for example, there was once a time where I thought BJ Penn was the best fighter in the world. Like, I remember when he fought, like when he went back to 155 and he fought Jens Pulver. And no, this is later. Like when he fought Jens, when he fought Diego Sanchez, when he fought Joe Stevenson, he, in my opinion, Sean Shirk, one of the best fighters. But then you wait and see how the story ends, and he ends his career with 4 or 5 losses. 8 whatever it was. Jeez Louise. And so it's like this affects the legacy, right? Like it's hard to be considered a great when that's why George gets so much love, because he retired on top. Because the thing is, if you are an MMA fan since 10 years, you only see Anderson Silva and BJ Penn lost. Yeah, so you don't understand. That's why we consider them as the best fighter of all time. Exactly. That's why the casuals, the newbies, they're like, Silva, he's no good. He sucks. BJ Penn, man, these guys in their primes, woo. Can I ask you guys a question? Yeah, sure. That upsets me. Like, I get mad when I see the way people talk about the legends, or the way, like, they don't even know what I'm talking about. You know what I mean? You guys lived it. You are those legends. Does it upset you as well
when you see things and people don't appreciate I the came to people who peace with built it. the sport? Yeah, I came to peace with it, man. But at first, it used to hurt me, man, because I've done some great things. Pat has done some great things for the sport. Great moments in his career, Pat doesn't know much about that, how I feel about him, but man, I'm a fan of Pat Côté. Like I'm a real, like even Yes. while we were fighting, I was admiring him for his mental toughness, his precision, his toughness, and sometimes I read comments and there's people shitting on him, shitting on me, on my career, and guys that oh, they didn't do what George did. No. Ils sont pas comme George, and stuff like that. So it used to hurt me, but I came to peace with it. At the end of the day, I know who I am. I know what I've accomplished, what I've went through to get where I'm at in my life. So I'm okay with it, And same thing with probably. Yeah, I'm in peace too because I did understand that you can't compare the era. You can't compare Randy Couture and Stipe Miocic today. You can't compare that. It's different era. It's the knowledge of the sport. It's the sport, grows so fast, and that's the thing too. And if you're happy, I don't have any regrets of in my career too. I think I was very honest about the talent I had. I always say that I wasn't a really great athlete, but I was a great fighter. So that's the thing. And sometimes that's just what you need. So but most of the time people who complain, who trash talk, something like that, they eating Doritos on their couch. So that's the thing. So that's I know. man. I just feel so I love the history of sports and combat sports and MMA obviously in particular. And the other thing that kind of bothers me a lot is I don't feel like the history of the sport is taught to the new audience enough. Like this past week, I thought it was really cool. It was very refreshing during the UFC event, the Noche UFC event, where they had a package at the beginning talking about the history of boxing on Mexican Independence Day weekend. I'm like, oh, this is nice. We're trying to teach people about the history of combat. And this is why, one of my dreams, I want an MMA Hall of Fame, not a UFC Hall of Fame. I want an MMA Hall of Fame that people can go and they can learn about you guys. They can learn about Fedor. They can learn, because I'm afraid that people are going to forget about these people. Yeah, but it's not the problem. It's life now. It's before that was sport before entertainment, and now it's entertainment before sport. So that's the thing. People want to see a show. They don't want to see a great sport performance or something like that. It's a show before the performance. We can't give up. We can't give up. No, this has to happen. Why does boxing have a Hall of Fame and MMA doesn't? But the thing is, boxing is dying too. And boxing's been around for a long I know. time. You know what I'm saying? So I know. That's probably why right now it still is a fact that the UFC is on top. They have the monopoly. They're the top dogs. So their Hall of Fame is the one that counts right now. You know what I'm saying? It's the only There's one. not even a physical place to visit. No, I know. It's just it's like a wall at the PI with some plaques on it. It's not even a place where you can get artifacts and watch things And by the way, I disagree. Boxing is not dying. First of all, you look at the paydays, it's not dying. And they're still doing very well for themselves. It's still very popular. It might be a little bit harder to find the fights. There's all these different platforms and stuff, but I was at Terrence Crawford and Errol Spence, and that was a huge event, and for two guys on the card only. Oh, sure. Yeah, but it's just the economics are different, right? The pay structure is different. I know, but nobody's there in the stand before the main event. No, that's a big problem. That's 100% a big problem. That's why I say that. It's actually shocking. I was at that fight, and people show up for they show up at the second to last fight, and then all of a sudden in the main event there's a 20-minute break, and then everyone rushes in. And then the next week I went to Jake Paul and Nate Diaz, which to me felt like an MMA show. The crowd was, and that place was full from the first fight to the last fight. The differences between the two fans. And by the way, UFC deserves a lot of credit for that, because the way they build their cards, they make you care about everyone from the beginning to the end. Boxing, to your point, hasn't done that kind of job. You know what's crazy? I remember, because you brought back some memories. BJ Penn versus GSP 2, their second fight. It was at the MGM. And I remember because I was doing the French, I was translating. And oh, wow. Yeah, I was translating the corners. And so I was sitting ringside, and it was chants of GSP and BJ Penn from
both sides from the undercard the whole night. Like as soon as the fight would finish, GSP, and then BJ Penn. It was crazy. We were talking about undercards. It was like 2-3 hours before the two fighters walked out. The passion of the MMA fans is unreal. Love it. Do you know that I was working for a website called MMA Rated, and then the website was sold and it went down, and it was around the time of that fight, so I was sort of out of reporting, and there was a show called UFC Primetime. Yep. And that was the first season of it where they followed George and BJ, and I worked on the show behind the scenes. And because I knew the guy who produced it, he produced 24/7 on HBO for the boxing. And so they hired him to do primetime. And my job was, this is 2009, my job was to watch all the footage that they shot of BJ in Hawaii. And I had to write, like, it's called logging in TV. So I'd have to write, like, okay, I get a tape, I put it in the machine, and I say, like, oh, at the 2-minute mark of this clip, it's BJ doing push-ups. So that when they go edit, they can find what they need. And I was watching that stuff in real time for a month, and I was like, oh man, this guy's not training. There's no training footage of him. He was not training at all for the fight. He was going on BJ? Wow. Yeah, he was going on like slow jogs, like really slow jogs. And I was like, wow. I there was no betting or anything, but like I was like, I knew just by watching that BJ was going to lose because he just didn't really train for that That's fight. the first time he got stopped too. Yeah. First time BJ got stopped. Man, I was in camp with George for most of his fights. Man, he trained like a maniac for the BJ Penn rematch. Oh, like old time. Yeah. All the time. Yeah, George is George, you know. Yeah. But man, he turned on the heat during camp for that fight. Incredible. Yeah. What a Ariel, legend. Yes. Thanks for your time, man. You're the Thank man, you bro. very much. We can talk like that for many hours. So it's a very nice for you to give us your time. That was insane. The talk was amazing, man. Yeah, thank you. Anything for you guys. Anything for you guys. If it wasn't for you guys, there are no people like me, and especially from thanks, Montreal. You gave me inspiration, and so and when I started and no one knew who I was, you guys talked to me all the time. So I will never forget, and I'll always be here if you ever need me for anything. Thank I you, really man. appreciate it, and I wish you guys luck. Just don't get bigger than my podcast, okay? Please. Like, We're trying. I wish you luck. I hope that happens because you would deserve that. Thank you. Ariel, anything new coming up for you, like future projects, anything exciting you want to announce to people? Not quite yet, but there is something very exciting. But when it's time to announce it, I'll come back on to talk about it. Cool. But not quite yet. But we can It's in follow the you. oven. We can follow you with your 1.3 million follower on your Instagram. That's insane. Yeah. And your show MMA Hour. So follow Ariel, and you'll know what's the secret pretty soon. Thank you, Guys, man. appreciate it. Thank Au revoir. You. Au revoir, à la Au revoir. prochaine. Enchanté. Salut. Quelle conversation, quelle entrevue. C'était plus une conversation qu'une entrevue. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ben oui. Ariel, toi, moi, tu sais, on a commencé ensemble. Ariel était là, puis tu sais, il était pas connu comme aujourd'hui. Puis on a établi cette relation-là pendant des années. Puis tu sais, on se parlait comme des chums. Oh, c'est vraiment une super conversation. Ariel, il a pris le temps. Il était pas pressé, là, tu comprends? On a bien échangé, c'est vraiment le fun. Ouais, on a parlé beaucoup de choses, notamment Les lui, ghosts. les meilleurs combattants de l'histoire pour Son lui. Il a fait tu sais, c'est intéressant qu'il ait départagé les deux catégories. Ceux qui ont triché et ceux qui n'ont pas triché. Moi, j'ai juste réitéré que je suis pas pour les stéroïdes, évidemment, mais ça donne pas du talent quand même. Je veux dire, ça donne pas de skills. C'est peu, ça va donner plus de résistance, peut-être tu vas être plus capable de t'entraîner, d'être plus en forme, mais ça va pas te donner une meilleure connaissance de jiu-jitsu ou de boxe. Il faut ça, il faut que tu le fasses. Mais il y en a qui en prennent pour de la force, il y en a qui en prennent pour de l'endurance. Ouais, il y en a qui en l'explosion, prennent récupération. il y en a qui veulent récupérer plus rapidement parce que le plus vite tu récupères d'un entraînement, le plus vite tu peux absorber les techniques et tu peux répéter plus. Alors, ça aide, c'est sûr, ça aide dans un combat si tu prends des stéroïdes pendant l'entraînement. Ah oui, non, ça aide sur l'énergie, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Mais peu importe, c'est sûr qu'il y a toujours une controverse autour de John Jones. Est-ce qu'on le met au top? C'est sûr que pour moi j'ai dit que c'était Georges, pas parce que je suis québécois et je
je suis un chauvin ou peu importe, mais c'est pas parce que je pense que le GOAT, il faut que ça aille plus qu'il y a juste des victoires. Je pense qu'il faut que tu aies fait quelque chose pour changer ton sport. Il a fait avancer le sport aussi. C'est à cause de lui que le sport est plus propre, et pas parfait, mais plus propre aujourd'hui avec USCDA. C'était son cheval de bataille pendant des années et des années. Part 4 ans, revient après, gagne le championnat 185 livres, puis il ressac son camp après. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire là? Georges numéro 1, dans le pound for pound, même dans ma liste aussi, que ce soit testé ou pas testé, Georges, c'est vraiment le gars qui a changé, qui a fait beaucoup plus que les autres dans la liste du top 3, là, qui est John Jones et Demetrius Johnson. C'est à peu près ça qu'on a dit. Ouais. C'est celui qui a fait le plus pour le sport. Il y avait Fedor aussi là-dedans. Fedor, ouais. Il m'a demandé, il m'a dit, Fedor n'est pas dans ta liste. Fedor c'est mon combattant préféré, mais il peut pas être dans la liste à cause de la manière qu'il a terminé sa carrière. Il y a beaucoup de défaites, beaucoup de chaos. Même s'il se battait contre des monstres au Pride, puis il y a eu des bons combats, c'est la manière que ça s'est terminé sa carrière, on peut pas le mettre dans le top 3. Ouais, puis il y a Olivier Toupin qui nous dit John Jones a perdu un match avec The GOAT, Matt Hamill, le seul qui l'a battu. Le seul qui l'a battu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Matt Hamill. John Jones a été disqualifié parce qu'il a lancé des coups de coude. C'est 12. C'est 12. C'est du plafond au plancher. T'as pas le droit de lancer des coudes comme ça dans les combats ultimes, au UFC. On a le droit comme ça, on a le droit par en arrière, comme ça, ou en élite. Tant que c'est pas de haut en bas, tant que c'est ça. Même quand t'es sur le dos, t'es capable de frapper sur la tête, il n'y a pas de problème. C'est vraiment en haut en bas. Il est en position montée complète, puis il a fait des coups de coude. Et c'est sa seule défaite. Défaite par disqualification. C'est un running gag, là, vraiment, de savoir contre qui a perdu. Et Matt Hamill, c'est considéré comme le GOAT. En joke, par plusieurs, parce que c'est le seul qui a battu John Jones. On a remis le lien pour Zoom si vous voulez nous appeler à la fin de l'émission pour répondre à la question. Nous parler de peu importe des choses, parce que là, on veut parler aussi, Ariel, on a parlé de lui, des salaires des combattants, des possibilités d'avoir une union pour protéger les combattants aussi, l'union qui est / un syndicat. Il y en a dans tous les sports professionnels qui protègent les combattants. Dans tous les sports, mais, je veux pas te couper, désolé, mais dans tous les sports, le hockey, on joue au hockey, on joue au football, on joue au baseball, on joue au basket, on joue pas au combat. Tu vois, je veux dire, il y a tellement d'ego et de pride, de fierté dans ce sport-là que les gars qui sont au top dans les sports de combat, mais regarde les gars en dessous qui veulent leur place, ils vont pas aller se battre. Ils vont pas aller se battre, aller perdre de l'argent et risquer leur salaire pour les gars qui sont en dessous. Je pense que c'est pour ça que il n'y a pas d'union, il y a rien. En ce moment, il n'y a rien. Puis les gars qui sont en dessous dépendent des gars qui sont au top, McGregor et tout. Ceux qui font les gros salaires, ils vont jamais aller se battre pour les gars en dessous. Jamais. Il y a 2 ans. Tu sais, en 2016, je sais pas si vous vous souvenez, en 2016, Georges avait regroupé un groupe et il avait parti l'Association des athlètes d'arts martiaux mixtes, la MMAAA. Donc, c'était ça en anglais, la Mixed Martial Art Athlete Association. Et là-dedans, il y avait Tim Kennedy, Ken Velasquez, Donald Cerrone, TJ Dillashaw. Et il y avait un gars qui était en affaires, qui chapeautait ça, qui était Bjorn Redney. Ouais, Bjorn. Ouais. Qui était l'ancien boss de Bellator. C'était le conseiller financier aussi de Bellator. C'est un gars qui connaissait beaucoup les chiffres. Et là, on a fait une grosse conférence de presse pour dire que ça n'avait pas de bon sens, que les combattants n'avaient pas des bonnes conditions de travail. On voulait de l'assurance, on voulait de l'assurance santé, de l'assurance emploi, on voulait des meilleurs salaires, on voulait avoir une pension quand on allait sortir. Georges avait lancé des phrases comme si les combattants sont pas là, l'UFC, c'est juste 3 lettres de l'alphabet. Tu sais, on est allé vraiment against l'UFC, against tout le monde là-dedans. Et après, ce qui est arrivé, rien. Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est pas rien. Ce qui est arrivé, Dana White, il a sorti son carnet de chèque. Il a dit hey, il a mis ça dans des enveloppes. Il était voir les gars, les top guys. Hey, shut your mouth. Hey, shut up. Keep quiet. Écoute,
on spécule, mais on n'est pas con non plus. Là, c'est probablement ça qui est arrivé parce que c'est parti à cette idée-là, en nuage de fumée. Puis là, vous avez vu qui était dans le regroupement. C'était quand même, tu sais, Cain Velasquez, TJ Dillashaw était champion dans ce temps-là, je pense. Ou bien non, c'était des très, très gros noms. Georges était là. Bon, Donald Cerrone, c'est un gros nom, mais il n'a pas de l'air à savoir pas tout ce qu'il faisait là. Il regardait partout, puis il était un peu mêlé. Puis il y avait quand même amené Redney qui était là, qui connaissait beaucoup les chiffres. Et là, c'est parti en nuage de fumée. Puis là, il y en a plusieurs. OK, il faudrait ramener ça, ramener ça. Le problème, c'est que dans tous les sports professionnels, David, à toutes les fois qu'on a voulu améliorer les conditions de travail des athlètes, on a fait une grève. On a fait un lockout. Dans NHL, MLB, NFL, on a tout le temps fait des lockouts quand que l'association n'était pas d'accord. Donc, le syndicat décidait, OK, nous autres, on ne rentre plus travailler. Mais eux autres sont déjà millionnaires. Tu joues dans NHL, quoi, demain, là, ton salaire minimum, je pense, par année, c'est entre 600 et 700 000. Là. Fait que tu peux te permettre... Même si tu benches... Exact. Fait que même si tu te bats pas, mais tu joues pas pendant un an, tu es capable de t'arranger. Là. Sauf que quand tu fais 10 000 plus 10 000 dans un combat, tu peux pas te permettre de partir un an en grève. Ça, c'est si tout le monde se met ensemble. Tu sais, t'en reviens à ce que tu disais tantôt. Les vedettes en haut, là, parce que quand tu veux pas mettre. Les vedettes en haut veulent pas mettre une partie de leur bourse dans un fonds de pension pour un gars qui se bat en sous-carte, qui s'en fout carrément et qui ne connaissent pas. Tu sais, ça arrivera pas. Qui veut sa place. Puis, exact. Puis, ça prend des gros noms pour partir un mouvement comme ça. On avait en 2016, puis c'est parti en nuage de fumée. Ça me fait pas mal parce que je l'ai accepté maintenant, mais ça n'arrivera jamais. Non. Il n'y aura jamais d'union pour protéger les combattants. Je pense pas que je vais voir ça de mon vivant, honnêtement. C'est trop compliqué. C'est un sport individualiste, même si, d'après moi, c'est un sport d'équipe parce que tu as besoin d'une équipe pour te rendre loin. Mais au bout de la ligne, tu performes, tu es tout seul. Et c'est chacun pour soi là-dedans. Chacun pour soi. Comme je disais tout à l'heure, on joue à tous les autres sports, mais on joue pas au combat. C'est pas un jeu. Ouais. It's not a game, comme je dis souvent. OK, là, on va parler des salaires. OK? Tantôt, tu parlais que tu as fait 2500, tu as envoyé un combat à Ouais, UFC. faut pas trop en parler. Non, mais c'était en 2003, ça a beaucoup changé. Ouais. Mais le problème aujourd'hui, là, il y en a qui vont dire OK, mais 10 000 plus 10 000, OK, maintenant tu gagnes, tu fais 20 000, tu enlèves 30% de taxes, il t'en reste 17, après ça, Il te reste assez pour un trio Big Mac. Ouais, exact. Mais au bout de la ligne, David, là, le problème, c'est pas nécessairement les bourses, parce qu'il y en a en sous-carte au Bellator qui se battent pour 1500$, 1700$, là, même pas 2000$ d'un fois. Ça, c'est scandaleux. Ouais. Mais ça, on n'en parle pas parce que Bellator est beaucoup plus petit que l'UFC. Ouais. On n'en parle pas parce que le partage des revenus n'est pas pareil non plus. L'UFC vaut 11 milliards aujourd'hui, puis on dirait rien si eux autres, ils se vanteraient pas de ça. Mais là, ils se vendent de ça tout partout. Le partage des revenus est 85%, 15% pour les combattants. C'est là le problème. Et c'est ça qu'en 2016, Georges voulait séparer les revenus 50-50 avec les combattants. Un peu comme la NFL fait aujourd'hui. La NHL, on n'est pas loin de ça aussi. Donc, c'est ça qu'on voulait. Sauf que là... Mais il y a aussi le fait que ces sports-là, NHL, NFL... ils sont beaucoup plus vieux que l'UFC. L'UFC, ça a commencé en 93. Alors, tu sais, on parle de 30 ans. Tu comprends? C'est pas comme une centaine d'années comme la NHL et compagnie. Alors, peut-être que dans le futur, je dis peut-être dans le futur, mais regarde la boxe. La boxe, il y a le Ali Act dans la boxe. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est toujours pas assez. Non, c'est pas assez, c'est sûr. Puis, tu sais, Georges, c'est ça que parce que je pense que Georges disait en 2016, dans sa conférence de presse, la seule qu'il a donnée, tu sais, c'est nous qui prenons tous les risques, mais c'est pas nous qui reçoit tout l'argent. Puis ça, je peux comprendre là-dessus, mais il reste qu'on parlait de la compagnie tantôt. La compagnie, moi, j'avais déjà dit à un moment donné à Dana White, on faisait des Fighter Summit à un moment donné, à toutes les années, il amenait les combattants à Las Vegas, puis il nous éduquait sur l'avenue des réseaux sociaux, comment faire attention, comment se bien comporter. Puis à un moment donné, il y en a un qui avait dit, OK, mais à l'Union des combattants, puis Dana White l'a regardé, il dit, hey, mon chum, si tu veux en partir une, pars-en une. Moi, je ne vais pas faire ça, c'est pas mon avantage. Mais toi, si tu veux en partir une, vas-y, bonne chance. Mais ça n'arrivera pas, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est clair parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas trop me répéter, mais c'est eux autres, c'est Dana White et les frères Fertitta qui ont mis l'argent, qui ont investi, qui ont risqué, qui ont perdu de l'argent. Alors, c'est eux autres qui ont parti le bal, alors c'est eux autres qui font les règles. C'est eux autres qui font les règles, et puis en ce moment, jusqu'à présent, là maintenant, c'est WMG qui sont propriétaires, ils continuent sur la même lignée que les frères Fertitta. Ils sont là pour eux, et pas vraiment pour les fighters. Non, avant, c'était plus familial, c'est vrai. Tu pouvais t'asseoir avec
avec les frères Fertitta des fois, puis Ouais. juste jaser, puis Ouais. il était parlable. Là, c'est rendu une grosse Non, faut que tu multinationale. penses- Hey, tu sais, moi, mon premier combat, avant que je me batte contre Tito, je me battais contre Marvin Eastman à l'UFC 50. Puis moi, je pense que je gagnais, je pense que c'était 3000, je pense, quelque chose de même. 3000 plus 3000. 3000 C'était plus j'étais le premier combat de la sous-carte, moi aussi. Là. Puis toi, c'était Puis- en 2000. 4, c'est un an, 4. un an après toi. Ouais. Fait qu'on avait monté de 500$. Ouais. Yo, let's go, baby. Mais là, c'est ça, là, tout le monde connaît l'histoire, là, je me bats contre Tito Ortiz 4 jours plus tard, puis là, il avait mis ça à 25 000. 25 000 plus 25 000. C'est un méchant bon, tu sais, pour moi qui commençait. Puis ça, quand même, ça m'a aidé le reste de ma carrière. Puis on dirait que ça a mis un plancher sur ce qu'ils m'ont payé tout le temps dans ma carrière. On dirait qu'ils n'ont Ouais. jamais descendu en bas de ça. Parce que ça avait comme fait un plancher. Fait que, tu sais, Je vais vous donner un autre chiffre. Spinning back kick, boom, contre Charles McCarthy. KO of the night. Yeah, je suis content. $500. 500$. $500 pour KO de la soirée. Ça, c'était en juin 2005. Là, c'est rendu à 75 000, 80 000. C'est 50, là. 50 ça a 000. déjà été 75. 75 000. Mais là, c'est tout le temps 50. Tout le temps, 50 000. que ça soit n'importe quoi ce que tu fais. $500, 50 000 Ouais, c'est Mais bien. tu sais, gars, moi, quand j'ai knocké Kendall Grove, ça m'avait donné 35 000 $, le bonnie de code de la soirée. Le combat d'après, je knock Drew McFedries à l'UFC encore. Ça m'a donné 15 000 $. Pourquoi? Parce que je sais pas. Mais tu sais, c'était pas. ouais. Exact. Ah Mais ouais. à l'UFC 100, il avait monté ça à 100 000 aussi. Ouais. Tu sais, à Montréal, ici, il avait donné 75 000 à. 75 000. 75 000 comme bonnie. Avant, c'était des codes de la soirée, soumission de la soirée, puis fight of the night. À cette heure, c'est des bonnies de performance. Mais à cette heure, c'est établi à 50 000. Puis il y a une autre affaire aussi, puis il y en a qui nous en parlaient aussi. C'est sûr que les commanditaires, ça a fait mal aux combattants quand Reebok est arrivé. Ouais. On faisait quand même beaucoup d'argent avec des commanditaires. On avait quand même une règle. Il fallait les présenter commandités, c'était accepté ou pas par l'UFC. Ouais. Mais on était capable d'aller chercher beaucoup d'argent, surtout de 2007 à peu près à 2010. Là. En 2005, moi. En 2005, pendant que je faisais des bonus de $500, c'est dans ces années-là que j'ai eu des... Moi, j'ai pas fait beaucoup d'argent avec les combats dans l'UFC. C'est les commanditaires, Xayen et compagnie. Ouais. Xayen, tu sais, j'ai crachait de l'argent. Hey, j'ai fait beaucoup d'argent avec ces gens-là. Ouais. Mais les bourses, ouf, c'est quasiment du bénévolat. Non, mais c'est ça. Puis c'est vrai que dans ce temps-là, il y avait Tap Out qui arrivait. T'avais Silver Star, Affliction, Extreme Couture, Affliction. Ils sont arrivés, puis eux autres, là, ils garochaient de l'argent. Là, pour vrai, c'était ridicule. Tu te souviens les sponsors avant ça, juste avant ça, Full Contact Fighter? Full Contact Fighter, ça a été mon premier commentaire. Full Contact Fighter. Toyo Tire. Toyo Tires. Man. Fait que, tu sais, mais oui, des fois, on faisait plus d'argent en commanditaire qu'en bourse. Moi, 100%. Les gros commanditaires, c'était vraiment... c'est ça qui m'a fait survivre dans le monde du combat. T'sais. Puis c'est sûr, le Reebok est arrivé parce que l'UFC voulait avoir un... Ils voulaient être un comme... monopole. Un monopole aussi, mais leur raison, c'était... Regarde la NHL, regarde, ils ont tous les mêmes équipements, tu sais, fait que ils ont une unité dans leur équipe, fait que c'est ça qu'ils voulaient faire. Des belles... peu importe, là. Okay. Fait que là, quand c'est arrivé, c'est sûr que là, ça a fait mal. Puis, tu sais, comment que ça marche? Ça va par... C'est une échelle salariale par nombre de combats. Donc, tu sais, de 1... Là, ça a monté un petit peu, mais tu sais, de 1 à 5 combats à l'UFC, c'était 2500 qui donnait en commanditaire Reebok. Parce que c'était obligé de porter ça. Ouais. Après ça, ça montait à 5000. Puis, jusqu'à un maximum de 30 000. Et 40 000 si t'étais champion. Maximum de 30 000 si t'as 20 combats et plus. Mais ça, tu sais, Michael Chandler s'est fait fourrer pas à peu près quand il est arrivé à l'UFC. Mais t'es arrivé à l'UFC, il n'y avait pas de... Tu sais, Michael Chandler... Il venait du Bellator. Il venait du Bellator, le gars. Déjà top 5. Ouais. Déjà top 5 après un combat dans l'UFC. Il se bat en combat de championnat du monde 3 combats après, je pense. Ouais. Puis il était sous contrat il était sur son premier contrat. Alors, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Exact. Reebok, ils ont donné 3000$ comme commanditaire. Oh, man. Hey, puis en plus, Chandler, excitant. Puis Chandler, au Bellator, pouvait mettre ses commanditaires, lui. Là, il arrive. Peut-être on change. Ça. J'avais pas porté attention à ça. Oui, c'est Chandler, il a pas eu il a pas été chanceux là-dessus, là. Puis il y a eu des guerres avec Eddie Alvarez, tu te souviens, là, au Bellator? Oui, man, oui. Des guerres. Il y en a eu deux
2 gars contre Eddie Alvarez. Et Nice. là, c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle, il y a Patrick Côté qui dit Rock McDonald est parti au Bellator car bien mieux payé. Il y a deux affaires là-dedans. Chiffres, mais je pense que Oui, c'est fait, oui. Tu sais, il y a 2 affaires là-dedans. Ça dépend comment tu utilises les 3 lettres de l'UFC. Tu sais, puis je l'ai dit, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais sinon je vais me répéter. Tu sais, tu peux être champion du Bellator, tu vas faire beaucoup d'argent, c'est correct, ou tu peux avoir la renommée d'être un combattant de l'UFC. Mais ces 3 lettres-là sont monnayables et pas à peu près sans te donner un coup de poing. Tu sais, moi, j'ai fait quand même des très très bonnes bourses dans ma carrière, mais je pense que j'ai fait bien plus d'argent. Puis encore aujourd'hui, j'utilise ces 3 lettres-là. Je veux dire, en utilisant les 3 lettres de l'UFC, c'est marketable à côté, c'est monnayable. Tu utilises à côté. Moi, je vais être un UFC fighter pour le restant de ma vie. Là. Ah, c'est sûr. C'est ça, là. C'est sûr. Jusqu'à présent, être champion Bellator ou ancien aspirant numéro 1 au UFC, ben, c'est plus. Ça vaut plus être un aspirant du UFC ou un UFC fighter, juste UFC fighters. Comme tu dis, c'est 3 lettres. Ça vaut beaucoup. Mais tu sais, moi à l'UFC, c'est me le demande, là, le combat le plus payant que j'ai fait, c'était contre Josh Bachman. J'avais gagné le Fight of the Night aussi, le 50 000. Mais droit de KO. Ouais, KO, j'avais gagné 50 000 le Fight of the Night avec Josh. Puis je pense que j'étais rendu à 90, plus 90, quelque chose. En tout cas, ça tournait autour de 230 000 là, avec le bonus. OK. Fait que, tu sais, ça avait été une belle soirée de travail. Belle soirée, mais ouais. Premier round. KO premier round. Non, ça avait été une guerre pendant 3 rounds. Là. Je l'avais knocké au 3e round. Au 3e. Ouais, Okay. à Saskatoon Beach. Nice. Ouais, ça avait été vraiment, vraiment cool. Puis ils savaient pas qu'on avait gagné le combat de la soirée. OK. J'arrive à l'hôtel, moi je sais, puis lui il était dans le petit bar de l'hôtel, puis il était tout seul, puis il était déprimé, parce qu'on avait fait une guerre quand même. Puis moi j'étais allé chercher 2 shooters, je me suis assis à côté de lui. Il dit bon faire le play, il me regarde, ouais. J'ai dit ok, toi tu le sais pas là. J'ai dit bro, on a fait 50 000 chaque, on a gagné Fight of the Night. Ben non! J'avais comme ordonné la joie de vivre un peu, même si elle avait perdu le combat. T'sais. Nice, man. Hey Dave, on s'en va sur le clip de la semaine, le clip technique. C'est une soumission qu'on appelle le arm triangle, l'étranglement triangulaire avec le bras. Étranglement triangulaire avec le bras qu'on appelle arm triangle. Donc ça se fait sur le dessus le plus souvent possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller emprisonner et isoler ce bras-là avec ma tête. Donc souvent, lorsqu'il va venir pousser pour faire de l'espace, je vais pousser son poignet en haut et je vais aller sécuriser son bras-là avec ma tête. Donc l'important, c'est de mettre ma tête au sol pour aller vraiment emprisonner ce bras-là. Donc son bras passe devant son visage, c'est pourquoi il va se faire étrangler. L'important, par la suite, c'est de mettre mon corps du même côté que ma tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de pression sur sa tête en levant mes hanches. Et là, je vais être capable de glisser ma jambe en position montée complète. Et par la suite, mettre encore une fois de la pression pour passer complètement du même côté. Je vais aller chercher mes 2 mains ensemble en gardant ma tête très, très serrée pour pas qu'il passe son bras. Si je laisse la passe, il va passer son bras. Donc, je dois garder ma tête super serrée, mes 2 mains ensemble. Et là, la clé, on appelle ça marcher sur la glace. Je vais y aller avec un sprawl. Pas les genoux au sol, vraiment sur les orteils, et je vais tourner vers sa tête. Ce qui fait que la torsion va aller l'étrangler, et le fait que je suis sur mes talons, ça pousse encore plus, pas sur mes talons, mais sur mes orteils, ça pousse encore plus le bras vers son cou, vers sa gorge. Encore une fois, ici, il pousse dans ma gorge pour se faire de l'espace. Je pousse son coude. Hop! Je viens sécuriser son bras avec ma tête. Je lève mes hanches. Passe. Pousse à monter complète. Passe. Side control. Chercher mes 2 mains. Garde la tête très très près. Et là, ça, c'est super serré. Je vais aller mettre sur mes 2 orteils, les fesses basses. Et je tourne vers sa tête. Arm triangle. Steven Terrien qui nous pose une question sur cette prise-là. Exactement. Il dit, est-ce que la prise serait plus serrée si ton ventre touche au sol ou c'est une variante? Non, il faut garder une pression sur le bras et en tournant,
le bras va s'en aller dans la gorge. Donc, c'est pour ça on n'est pas sur les genoux, on reste sur les pieds, la pointe des pieds, pour que notre corps soit en angle vers notre adversaire, justement, pour que le bras soit complètement pris. Et là, quand tu vas faire la torsion, il n'y aura plus de chance de sortir le bras. Puis ça sert. Hein? Ça sert, mais pour te contredire un peu, je connais du monde, je connais un black belt qui le fait avec le ventre au sol, mais il s'ajuste différemment. Parce qu'il y a plein de variantes sur les chokes. C'est comme les étranglements, c'est comme les coups de poing. Il y a un coach qui va te montrer le jab d'une manière. Il y a beaucoup de manières de finaliser les étranglements. Alors, puis on va le montrer à un moment donné. On a fait un clip sur l'étranglement arrière aussi. Ouais, t'es pas nécessairement obligé d'être en dessous du menton pour terminer l'étranglement arrière. On l'a montré aussi. Il y a des variantes différemment de savoir où presser comme il faut pour vraiment faire cet étranglement-là. Mais oui, puis c'est ça qui est beau avec le jiu-jitsu brésilien, c'est que chacun va parfaire sa technique. Tu vas personnaliser ton jeu au sol. Tu vas améliorer tes techniques préférées, puis tu vas en utiliser. Tu sais, sur la gang que tu connais, tu vas en utiliser peut-être 3-4, mais tu vas devenir un spécialiste là-dedans, puis tu vas faire ta propre version d'une soumission qui existe, que tout le monde fait déjà. T'sais. Exactement. Ça, c'est les arts martiaux, la beauté des arts martiaux. Tu vas apprendre les bases, les moves fondamentaux du jiu-jitsu, de la boxe ou peu importe, et tu vas développer ton propre style. Parce que des fois, certaines personnes ont les bras longs, les bras courts, les jambes longues, les jambes courtes, des gros coups, des petits coups. Alors, il y a toujours un moyen de modifier la technique et l'adapter à soi-même. Ça, c'est les arts martiaux. Et il y en a un autre qui nous demande la question, ton nom est fantastique, la graine verte. Il nous dit, comment on peut déprendre de cette situation-là? On va faire une autre série de clips pour les défensives, justement. On ne voulait pas tout mettre ça en même temps parce que ça faisait beaucoup trop pour juste comprendre. On voulait que vous compreniez la technique offensive. On va faire les techniques pour tous ceux-là qu'on a fait là. Comment s'en sortir aussi? Parce que c'est important. Je veux dire, parce qu'il y a une sortie... Attends, j'allais dire, il y a une sortie pour tout, mais il faut que tu le fasses au bon moment. Parce qu'à un moment donné, c'est rendu trop loin. Pour chaque attaque, il y a une contre-attaque. Exact. Alors, on est rendu au segment de Paris de la semaine, présenté par Sport Interaction. Donc, si vous voulez aller sur le pari que je vais vous parler aujourd'hui, vous avez le code QR qui est là et vous avez un bonus d'inscription de 100% jusqu'à votre mise, jusqu'à 1000 $. Donc, ça veut dire que 1000 $ et moins, vous mettez ça là et on vous donne exactement le double. Donc, c'est assez intéressant. On sait que en fin de semaine, il y a un gros combat de boxe. Hein? Il y a Logan Paul face à Dylan Dallas. Si ça arrive. Hein? Exactement, si ça arrive. Et c'est la raison pourquoi j'ai pas cette cote-là, parce qu'elle n'est pas sortie encore sur Sport Interaction, parce que on n'est pas sûr si Danis va se présenter. C'est ça qui arrive. Et là, c'est encore c'est en pendant un peu. Là. Donc, je suis allé avec la demi-finale. J'ai dit Tyson. Tommy Fury, le fils de Tyson Fury. Le frère. Le demi-frère. Ouais, exact. Demi-frère. Face à KSI. Évidemment, KSI est négligé. Je veux juste vous rappeler la semaine passée. Hein? On va me lancer des fleurs un peu. Let's go! La semaine passée, j'avais fait une prédiction audacieuse, mais je vous avais expliqué pourquoi. Green contre Dawson la semaine passée. Green était négligé 4 contre 1, puis j'avais dit ne jamais négliger ou sous-estimer un vétéran comme Green qui va aller là, lui, il sait qu'on veut mettre Dawson face à lui pour faire son nom. Puis, je vous le dis, il faut faire attention à un vétéran qui a tellement d'expérience. Tu ne peux jamais sous-estimer ça. 4 contre 1, je trouvais ça énorme. Mais Colin, Green l'a knocké en dedans d'une minute. J'étais bien content. Je pensais à ça quand j'étais en train de commenter le combat à RDS. J'étais là, OK, celle-là, je l'ai eu. Mais bon, pour celui-là ici, évidemment, moi, Tyson, pas Tyson, j'ai tout le temps Tyson. Tommy Fury, je trouve que il y a eu beaucoup de lacunes contre Paul à son dernier combat. Pour un gars qui fait de la boxe depuis qu'il a l'âge de 6 ans quasiment, face à un gars ça fait 3 ans qu'il fait de la boxe, j'ai trouvé très large. Je pense que peut-être la soirée l'a peut-être rentré dedans, la pression ou je sais pas trop. Mais je sais pas, il m'a pas convaincu. Puis je pense que KSI qui arrive avec... c'est pas un super boxeur non plus, mais il arrive avec une grosse confiance, avec un mouthpiece de 60 000 $ dans la gueule. KSI, man.
Écoute, moi je pense que c'est à cause que Jake Paul s'est tellement entraîné, il est entouré de coachs de boxe excellents. Il fait sa job, Jake Paul, comme il faut. C'est pour ça que il s'est rapproché de Tommy Fury. Ça a été une décision partagée, correct? Décision partagée, gagnée par Tommy Fury. KSI n'est pas à ce niveau-là. À mon avis, il n'est pas à ce niveau-là. KSI, il est négligé parce que il s'est pas rendu, il n'est pas assez combattu. Combien de combats il a fait récemment? C'est son 7e, je pense. Son 7e? Ouais. Je pense pas qu'il est au même niveau. T'es invaincu, par exemple? Invaincu, ouais. Il est invaincu. Contre qui? Contre des boulangers. Contre Logan Paul, 2 fois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas un vrai boxeur, Logan Paul. Non, c'est vrai. Hey, en parlant de combat influenceurs, est-ce qu'il y a des influenceurs québécois, des YouTubers québécois? Ouais, il doit en avoir. Ceux qui ont des millions, là. Si vous voulez faire un combat avec un de nous deux, on est down, hein, on est chaud, il y a de l'argent à faire. Hein. Une charité au pire. Ouais, charité, ouais, il n'y a pas de problème. Charité, ouais. Hey, là, je suis content parce que là, regarde bien là, il y a Patrick Roy, il y a Nick, il y a Sean Ventelli, il y a Dominique Gamelin, Sam Chevalier, qui ont suivi mon conseil. Ils ont fait Et ils ont fait de l'argent avec Green. dinero. Hein? Fait que, bien content pour vous autres. Fait que c'était la bête cette semaine. Si vous voulez aller sur Sport Interaction, la bête est là. J'ai pris... Toi, tu prends? Moi, j'étais un gambler un peu dans la vie. Moi, c'est sûr que les bêtes que je vous donne, je vais tout le temps aller vers le négligé. À la boxe, il y a beaucoup moins de surprises qu'en arts martiaux mix, ça, faut le dire. Ouais. Mais il reste que c'était la bête la plus intéressante ce week-end. J'attendais de voir, pendant la journée, je regardais si la finale allait sortir. Elle n'est pas sortie. Bientôt, on va vous parler aussi du combat de boxe de Ngannou face à Tyson Fury. Ngannou qui est négligé 7 contre 1. Donc, si vous voulez aller miser là-dessus... Ben oui, avec raison. Là. Donc, 7 contre 1 présentement, Ngannou qui est négligé. Fait qu'on va voir ce qui va se passer avec ça. En fin de semaine, gros combat de boxe avec Logan puis Dennis. Dennis ou Barry? Pat Barry? Mike Perry. Ouais, Mike Perry, il est on call. Il est sur stand-by si Dylan Dennis se présente pas ou bien s'il ne réussit pas à passer les tests ou whatever. S'il se présente pas avant le combat. Écoute, puis, tu sais, dans l'entrevue on en a parlé avec Ariel dans l'entrevue, puis on disait ça, il dit, tu sais, imagine, il se présente pas, il dit, il peut pas faire ça, là. Il dit, même Ariel, il comprenait pas, il dit, non, il peut pas se présenter, ça va le bannir de tout pour tout le temps. Oui, en effet, mais en tout cas, il a fait des choses, il y a des choses qui se sont passées en ce moment. Là, en ce moment, il est en cours, il se fait traîner en cours. Ouais. Il est poursuivi par la la fiancée à Logan Paul. Alors, parce qu'il a... il y a une limite qu'il a dépassée, là. Il a été un peu loin, il a été très loin. Fait qu'en ce moment, il y a des problèmes avec la justice et tout. Alors, peut-être c'est pour ça qu'il va se retirer. Peut-être que c'est des excuses valables. Parce que je pense ça va lui coûter presque 400 000 $, de frais d'avocat et tout. Hey, c'est de l'argent. Non, mais il n'aurait pas de dire qu'il est riche, qu'il est millionnaire. Ben, c'est ça. Si t'es riche, let's go, we'll see. C'est ça, back ce que tu dis. Un petit tour d'actualité parce qu'on a 2 belles nouvelles de Québec. Ben, il y en a une belle, une moins bonne. Jonathan Di-Bella, on en a parlé la semaine passée, à Bangkok, est allé défendre son titre avec succès. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de marche dans le parc, mais il n'y a pas eu trop de difficultés à défendre ce titre-là, honnêtement. C'est incroyable. J'en ai parlé sur les ondes à RDS en fin de semaine. Même si ce n'est pas des arts martiaux mix, c'est important de faire briller nos Québécois ici. Il se bat chez les poids pailles, extrêmement relever cette division-là en Asie. Honnêtement. Puis, je veux dire, il est allé défendre son titre à Bangkok. Encore une fois, il s'en va là-bas. Mais là, il commence à prendre un peu plus ses aises. Le monde le reconnaisse. C'est un gars qui paraît bien aussi, qui est vraiment à sa place, très discipliné. Il est arrivé là avec son père, son frère. C'est une affaire de famille, eux autres. Là. Ouais. Puis il est allé là, puis il est allé défendre son titre avec succès. Chapeau, Jonathan, encore une fois. Là. Yes, chapeau. Il a défendu son titre. C'est quelque chose, gagner la ceinture, mais la défendre, là, il est bien établi. Là, c'est le champion mondial du One en kickboxing. Et puis, sky's the limit. Let's go, Jonathan. Puis honnêtement, ça a été quand même une guerre. L'autre était là pour se battre. Là. Mais si vous pouvez voir les faits saillants de ce combat-là,
on dirait que tu regardes ça à fast-forward. On dirait que tu regardes ça ils sont rapides, au hein. rapide. C'est incroyable comment que j'entends. Il est rapide avec ses mains. C'est un gaucher. Il rentre, il travaille au corps. C'est un excellent boxeur. Non pas juste un kicker. Puis quand il kick, c'est du donnant-donnant. Là. Ça n'arrête pas. Là. C'est vraiment, vraiment impressionnant pour vrai. Puis écoute, faut en parler plus. Faut le faire briller. Il faut que le monde sache qu'on a un champion du monde dans un monde qui n'est pas à nous. Ce monde-là, c'est un monde d'Asiatique. À One FC en plus, là-bas, c'est quelque chose de grandiose. Ici, là, c'est quand l'entraînement sont faits ici. C'est un gars d'ici, il fait ça à Montréal. Il boxe, il s'entraîne, il fait son kickboxing, tout ça. C'est à Montréal. Il faut le supporter. Oui, absolument. En fin de semaine, il y a un gala sur les ondes de RDS, encore une fois. Malheureusement, Marc-André Barlot était supposé se battre face à Michel Pereira. Il est blessé aux côtes, donc il a dû se retirer du combat la semaine dernière. Donc malheureusement pour lui, ça n'a pas l'air d'être si pire que ça, mais il a besoin vraiment de se reposer, de guérir les côtes. Les côtes, c'est sensible. Ça peut être long. Hein. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il regarde le 20 janvier prochain à Toronto. Il veut être sur cette carte-là. Il va y avoir beaucoup de Canadiens. Probablement Charles Jourdain. Johan Lainez va être là-dedans aussi. Probablement Eamon Zabi. Mike Malott et Jasmine Jasdavidus. On a sorti le main event qui est sorti. Là, on l'a annoncé. Volkanovski contre Ilatupuria. Ça va être très, très bon. Et Henry Cejudo. Cejudo va être sur la carte? Oui. Nice. Henry Cejudo. En tout cas, s'il y en a qui... j'ai un blanc, là. Henry Cejudo, je ne l'avais pas écrit, là. Mais peu importe. Je vais le retrouver. Une autre chose aussi. Conor is back. Conor McGregor est de retour sur le pool USCDA, a donné son premier échantillon. Et là, évidemment, c'est ça. Là, il était safe. Ses docteurs ont dit « OK, tu peux y aller. Donne ce que tu as besoin. » Et une journée après, qui a reçu la visite chez eux? Chandler. Mais je dis ça parce que ce combat-là n'arrivera pas cette année. Là, ce qu'on prévoit le plus, c'est que Conor soit le main event à l'UFC 300. C'est ça. 300 qui va être exact. à peu près juillet. Ben non. L'UFC 297 va être à Toronto en janvier. Donc, ça va être probablement autour de mars. Honnêtement. Ouais. Mars. Mais ça va être 300. Ouais, l'UFC 300, ça va être au T-Mobile. Ça va être au T-Mobile Arena, c'est sûr. Ça va être dans Las Vegas. 100%. Penses-tu qu'il va y avoir des surprises, genre, à part Conor, obviously, peut-être Ronda Rousey qui ferait un comeback? On en parle de plus en plus. Hein. Ouais. On en parle de plus en plus. Ça va être gros. Ouais, son nom est toujours immense. Hein. Son nom est... Tu sais, c'est vraiment elle qui a fait que le women's MMA, le MMA des femmes. C'est elle qui a bâti ça. Là. Ah ben, que tu sois une fan à l'UFC, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Ronda, à cause de son attitude, faut que tu lui dises merci. C'est à cause de elle si tu te bats à l'UFC aujourd'hui. 100%. Moi, ce que j'ai peur, par exemple, de Ronda, c'est qu'elle en a déjà parlé, elle a sorti son livre aussi, tu sais, de ses problèmes à gérer la pression. Elle a eu des petits problèmes aussi avec tout ce qui l'entoure. Je ne veux pas dire des problèmes mentaux, parce que c'est pas ça le terme, là. Mais tu sais, tout ça, puis je sais pas à quel point elle va être capable de revenir à cette compétition-là, parce que ces deux derniers combats, on va les repasser en boucle. On va dire, elle revient de ça. Elle s'est fait tabasser. Là. Ouais, les deux derniers, c'était Holly Holmes et Amanda Nunes. Ouais. C'était pas joli. Là. Non. Deux KO violents. Ouais, exact. Ouais. Peut-être qu'elle veut laisser ça derrière elle. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Puis, tu sais, des défis psychologiques. C'est pas mal plus ça. Ouais. Puis, c'est qui m'a répondu? La grande verte. Merci encore. C'est Merab Dvalishvili qui va se battre contre Cejudo. OK. Oui, Merab, il est fort. Ouais, ça va être vraiment bon, ça. Merab est fort. Puis pour revenir avec Ronda, écoute, elle a marqué l'histoire. Là. C'est Dana White, 3 ans ou 2 ans avant, a tout le temps dit qu'il n'y aurait jamais des femmes. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour promouvoir ça. On avait Gina Carano qui elle paraissait bien. Elle paraissait bien, elle était capable de se battre, elle était capable de parler aussi. Puis non, on a passé à côté. On avait des Tara La Rosa aussi, t'en souviens, dans ce temps-là. C'était des combattants qui... Des bonnes combattants. Exact, des bonnes combattants qui avaient une personnalité, mais ça prenait plus que ça une fois de plus. Puis on a vu pourquoi. Puis je sais pas si... On finit là-dessus, là, mais je sais pas si tu te souviens quand Ronda s'est battu le premier combat à l'UFC contre des Scarmouches. Ça a failli être viré en désastre. Là. Carmouche a pris son dos à un moment donné, puis ça a passé à ça que les femmes ne se battent pas jamais à l'UFC. Ça a vraiment passé proche. Et là, finalement, elle l'a enlevé de son dos, puis elle l'a fini. Là. Mais Ronda a tellement fait de bruit dans le Strike Force.
je pense que c'est le fait qu'elle a battu sa rivale. C'est quoi son nom? Sa rivale. Misha Tate. Ouais. Elle a battu là-bas. Elle parlait. Dana White, il a vu le potentiel. Il a vu les signes d'argent. Puis, Et là, il y en a qui nous... puis ça aussi, on vous avait dit, donnez-nous des sujets prochainement qu'on pourrait parler. Et là, puis des invités aussi. Il y a du monde qui nous parle de John Danaher. Si on a John Danaher dans l'entrevue, préparez-vous un mal de tête parce que vous allez voir que c'est space, mais c'est super intéressant. Ce gars-là, il a beaucoup, beaucoup de connaissances. Mais c'est un personnage unique. Très calme, très zen, serein. Il va vous parler comme ça. Hey, si vous êtes énervé... Rash guard. Si vous êtes énervé, non. C'est un calmant. Il est très, très posé, très relax. Ouais, il y a beaucoup de savoir. John Danaher, une légende de jiu-jitsu. Ça fait longtemps qu'il coach les gars comme Georges et tout. C'est son système de jiu-jitsu de la mer. Texas. La mer qu'il a décortiqué le jiu-jitsu. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, il est pas au Texas. En ce moment, il est au Texas. Ouais, c'est ça. C'est lui qui est là. Ouais, exactement. Ouais. New Wave Jiu-Jitsu avec Gordon Ryan et compagnie. T'as une méchante équipe avec lui. Là. Des tueurs. Wow. Le Jiu-Jitsu, vraiment. Le Jiu-Jitsu est rendu légal au Québec maintenant. Ça a été décriminalisé. Après 7 ans. Décriminalisé. Yo. Décriminaliser un sport qu'on se frappe pas. Ouais, aucun coup, il n'y a pas de commotion, c'est safe. Surtout pour les enfants. Là. Tu sais, je vois des enfants qui vont faire des compétitions de kickboxing, de boxe, qui reçoivent des coups à la tête et tout. Ça va bien, no problem. Mais jujitsu, non, c'est un crime, c'est illégal. Man, pendant 2 ans, 3 ans? 7 ans. 7 ans. Pendant 7 ans, c'était illégal. Ouais, mais là, finalement, on est content que les gens peuvent compétitionner et pratiquer leur passion légalement. C'est incroyable. Incroyable de dire ça de même. Merci d'avoir été encore une fois avec nous dans cette 6e épisode. Merci au public, merci à Ariel, évidemment, de cette entrevue. Longue entrevue, mais il n'y a pas eu de temps mort. Tellement intéressant. Merci aux gars de la Poche Bleue, Maxime et Guillaume. Simon qui est en arrière, qui fait la réalisation, Vicky Bouchard, Louis-Philippe Doré, Julia qui nous fait tous nos beaux clips qu'on puisse mettre sur les réseaux sociaux pour vous inviter à notre prochain podcast qui va être mardi prochain en direct, toujours avec mon ami David Loiseau.